importa se é no Brasil, na América do Norte, na França ou em qualquer outro país, fato é que a ciência segue os mesmos critérios metodológicos em qualquer parte do mundo. E professores e pesquisadores da PUC Minas, junto de professores e também pesquisadores da Universidade de Lille, na França, se reuniram para fazer uma pesquisa comparativa sobre o PISA. Sabe o que é isso? A gente te conta agora. Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma prova aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para medir o nível e habilidade de estudantes de diferentes países em 3 áreas do conhecimento: matemática, leitura e ciência. O exame é realizado a cada 3 anos para alunos na faixa etária dos 15 anos. Apesar de não ser um país membro da OCDE, o Brasil participa do PISA desde 2000. Aqui no estúdio recebo o professor Bertrand Donnet e Daniel Bar, que são da Universidade de Lille, na França. Eles estão aqui na PUC Minas para apresentar os resultados de uma pesquisa comparativa entre o Brasil e a França, interrogando a condição e avaliação comparativa do PISA. A pesquisa é feita em parceria com a PUC Minas. Professores, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Então, quais são os objetivos do PISA? D'abord, permettez-nous de vous remercier pour l'invitation à cette présentation de notre travail de recherche. Alors, quelques mots sur le PISA. Vous l'avez bien décrit, un programme international qui veut évaluer les élèves de 15 ans de tous les pays participants au programme, qu'ils soient de l'OCDE ou non, comme le Brésil. Par exemple, en 2018, nous savons qu'il y aura plus de 80 pays concernés par ce programme d'évaluation. C'est un programme qui existe depuis 2000, mais qui est pensé déjà depuis 1997. On peut dire que l'une des spécificités méthodologiques fortes du PISA, c'est l'idée que vous avez d'ailleurs cité, qui est d'évaluer des élèves de 15 ans, c'est-à-dire parvenus ou proches de la fin de leur scolarité, donc de la scolarité obligatoire, dans des domaines que vous avez cités également, lecture, sciences et mathématiques, qui ne sont pas directement des disciplines scolaires, mais des compétences, des domaines de compétences, avec l'idée derrière de voir si ces élèves parvenus au terme de leur scolarité, ou quasiment, sont prêts à affronter les défis de la vie future, citoyenne, professionnelle, etc. Existem fragilidades no PISA, professor? Alors, il nous semble que de notre point de vue, qui fonde nos travaux et qui motive notre démarche de recherche, c'est le fait que le PISA énonce de grands principes méthodologiques très forts et qui, lorsqu'on le regarde concrètement, comment le PISA lui-même met en œuvre ces principes qu'il a lui-même énoncés, eh bien, de notre point de vue, il ne cesse de mettre à mal les principes que lui-même expose. Par exemple, un des exemples qu'on peut donner de ces principes qu'il met à mal, c'est le fait que, du point de vue du PISA, les épreuves d'évaluation sont supposées être très proches des épreuves de la vie réelle, des preuves authentiques. Or, lorsque l'on regarde les exercices d'évaluation en mathématiques, en sciences ou en compréhension de l'écrit auxquels sont soumis les élèves, eh bien, on retrouve dedans des exercices qui sont très proches de la tradition scolaire et qui n'a absolument, de notre point de vue, rien à voir avec des épreuves de la vie réelle. On peut parler de la traduction aussi, si vous voulez, un autre exemple de fragilité qui montre la contradiction entre les principes et la réalité, c'est la question de la traduction. Parce que les épreuves qui sont données aux élèves pour qu'il puisse y avoir une comparaison internationale,
les épreuves sont traduites dans toutes les langues des pays participants. Et donc, évidemment, le PISA, dès le départ, a donné des principes d'une très grande exigence pour que, justement, les traductions soient exactes, qu'il n'y ait pas de soucis, disons, de disparité entre les langues. Mais quand on regarde de près les phénomènes de traduction, on se rend compte que les principes très intéressants, très importants et de belle qualité qui sont avancés par le PISA ne sont pas respectés dans tous les cas. Et donc nous nous interrogeons, nous, sur effectivement la logique qu'il y a à émettre des grands principes dans les protocoles de mise en œuvre des épreuves, alors que dans la réalité, c'est un petit peu plus aléatoire, on va dire. Voilà. Et l'un des objectifs justement que nous visons avec les collègues de PUC-Minas, c'est d'essayer de voir comment finalement des enseignants ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont pas liés au programme lui-même, perçoivent ces fragilités que nous énonçons, que nous identifions, comment ils les perçoivent par exemple dans les guides de traduction, dans les guides de correction qui sont donnés par le PISA pour corriger les épreuves. Professor, a questão cultural influencia muito, né, nessa questão da avaliação entre diferentes países, né? Sim. O que o senhor avalia em relação a isso, essa questão cultural? Sim. Il y a une dimension interculturelle, on pourrait dire, dans le programme PISA. La question étant effectivement de savoir comment évaluer des compétences identiques selon des cultures différentes. C'est un des grands défis des évaluations internationales, c'est un des grands problèmes d'une évaluation internationale, et pour le dire assez clairement, de notre point de vue, c'est une des fragilités du PISA, puisque effectivement, l'objectif du PISA est de faire comme si l'on pouvait évaluer des compétences identiques, indépendamment des cultures des individus, alors que, comme l'a dit Daniel Barthes tout à l'heure, le PISA prétend ancrer ces épreuves dans la vie réelle des individus. Il y a là une autre fragilité qui mérite examen. Professores, como que nós devemos interpretar os resultados do Brasil e da França na pesquisa do PISA de 2015? Alors, eh bien, je crois que nous pensons que ces résultats qu'ils sont diffusés tous les 3 ans peuvent avoir quelque chose de déceptif ou de décevant pour notamment les décideurs publics ou certains commentateurs des fonctionnements scolaires au regard des objectifs de progression de la scolarité, des hausses de la niveau de scolarité, que ce soit en France ou au Brésil d'ailleurs. Malgré tout, notre position de chercheurs est plutôt d'essayer d'interroger les conditions de diffusion et de discussion de ces résultats, plus que d'essayer de décrire la variation des classements ou l'évolution des performances en tant que telles. Notre approche est plutôt celle d'une interrogation théorique des conditions dans lesquelles, des limites dans lesquelles ces résultats peuvent être construits, interprétés ou discutés. C'est ce qui fait un peu la différence de certaines approches où les résultats du PISA sont parfois utilisés et répétés d'une certaine manière sans interrogation sur leur validité. Et c'est vrai que le PISA est souvent utilisé, aussi bien par des chercheurs d'ailleurs que par des politiques ou des personnes des médias. Les résultats du PISA sont souvent utilisés pour conforter des thèses déjà avancées par les personnes. Bon, c'est effectivement pas du tout notre approche, nous prenons une distance par rapport à cela. O que os senhores informam sobre a educação dos países e também sobre o próprio PISA? Sobre a educação dos países, né, que participam do... C'est toujours la même question. Est-ce que l'on peut tirer des conclusions nettes à partir d'épreuves qui sont finalement discutables? Il y a dans la manière de penser l'évaluation du PISA, il y a déjà des orientations
de nature de politique éducative, c'est l'OCDE qui fait l'évaluation. Donc il y a derrière déjà une orientation à la fois intellectuelle et politique, ce qui est normal pour une organisation politique. Mais du coup, l'évaluation elle-même, évidemment, peut être interprétée et doit être interprétée dans le cadre de cette logique de l'organisation OCDE. Et du coup, les conséquences que l'on peut tirer sur l'éducation dans les pays, ce sont des conséquences, à notre sens, qui sont inséparables de l'interrogation de la pertinence même du dispositif d'évaluation. Alors, on pourrait quand même aussi parler du fait que le PISA, malgré tout, fournit énormément de données et de matériaux de recherche à la communauté scientifique, mais aussi à l'ensemble, on va dire, des personnes qui peuvent s'intéresser au fonctionnement des systèmes scolaires, puisqu'effectivement, il construit depuis donc les années 2000 une base de données extrêmement riche sur les réponses des élèves, donc tous les 3 ans dans de très nombreux pays. Donc effectivement, on dispose d'un matériau d'analyse très riche et qu'il, d'une certaine manière, diffuse assez librement. La question, c'est dans quelle mesure les personnes qui se saisissent ou qui travaillent ces résultats interrogent aussi leurs conditions de production, comme disait Bertrand Donnet, et leurs conditions de validité. C'est à ce à quoi nous essayons de contribuer, justement. Muito ok, professores. Nós vamos voltar a falar sobre o PISA daqui a pouquinho. Vamos fazer agora rápido intervalo, tá bom? Como eu disse, daqui a pouquinho a gente está de volta para poder falar um pouco mais sobre o PISA. O programa de hoje é especial. Estamos recebendo 2 professores franceses que vieram a PUC Minas para apresentar os resultados parciais de uma pesquisa sobre a eficiência do PISA, que é uma prova aplicada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para medir o nível de habilidades de estudantes de vários países. E a nossa equipe acompanhou o encontro dos professores franceses com professores e alunos do mestrado e doutorado do Departamento de Letras da PUC Minas. Vejam na reportagem. Aplicado em 70 países, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, é uma forma de avaliar o conhecimento de alunos de 15 anos nas áreas de ciências, matemática e leitura. Após a divulgação do estudo feito em 2015, os resultados dessa prova foram tema de um debate na PUC Minas. As questões de línguas levantam problemas para além da tradução dos textos literários. Na última avaliação realizada em 2015, o PISA mostrou que o Brasil investe, por aluno, $38.190 anuais, que equivale a 42% da média mundial. Em 2012, esse valor correspondia a 32%. Já nas áreas de conhecimento, o Brasil ocupa a posição número 63 na prova de ciências, número 59 na prova de leitura, e na prova de matemática, o país é o número 65. Numericamente, isso significa que o Brasil ocupa as últimas posições no ranking, mas na prática, discutir educação, principalmente por meio de uma avaliação global, não é algo tão simples. A avaliação é sempre algo que atemoriza professores e alunos, né? A avaliação, ela, digamos, é o calcanhar de Aquiles de todos nós, professores e alunos, porque ela mostra algumas coisas, mas ela não mostra tudo, ela não mostra a verdade, né? Que seria a verdade. Então eu penso que essa pesquisa tem nos reforçado a ideia de que é impossível comparar o incomparável, é impossível comparar as especificidades. Portanto, é necessário que nós tenhamos muito cuidado com a divulgação dos resultados do PISA, né? E uma inquietação do nosso país também é que essa divulgação desses resultados, o Brasil está em 39º, está abaixo da média, mas que seja considerado como que essa avaliação é feita, para que isso não seja só visto como um impacto negativo. A discussão do resultado do PISA vem no momento em que a educação no Brasil sofre com cortes de gastos, por meio da PEC 55, aprovada em dezembro de 2016. Aumentar o investimento não representa necessariamente uma posição melhor no PISA ou em outras avaliações de conhecimento. A principal preocupação dos professores é pensar em um método de aprendizado que ensine para além de provas como essa,
que estimule o conhecimento para a vida. A gente tem trabalhado com uma concepção de didática que não é aquela didática que prevê metodologias, métodos, normas, e ela não pode ser aplicacionista. Então, uma didática de línguas, ela prevê hoje, ou ela pressupõe a concepção de um sujeito que constrói o seu conhecimento, que constrói com o outro. De toda forma, isso não exclui o resultado do PISA, instrumento de avaliação importante. No entanto, fica claro que a educação no Brasil ainda tem muito a melhorar. Então, vamos continuar agora a nossa entrevista. Professor Daniel, como que o senhor vê a pesquisa, né, do ponto de vista do governo, das universidades e também da imprensa? Como que essas instituições, elas veem o PISA? C'est une question très intéressante que celle de la réception du discours du PISA et de la diffusion des résultats que cette enquête produit tous les 3 ans. En effet, certains chercheurs, certains collègues se sont penchés sur cette question pour essayer justement d'identifier les manières dont la presse d'un côté, les spécialistes de l'éducation ou les chercheurs ou des gouvernements et les politiques responsables des secteurs scolaires se sont emparés du discours du PISA. Ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'il y a d'abord un formidable succès de cette évaluation qui, en une quinzaine ou bientôt une vingtaine d'années, s'est diffusé, ou en tout cas a diffusé son discours dans la plupart des espaces médiatiques, politiques ou scientifiques. C'était un indéniable succès de ce point de vue-là, et le PISA est beaucoup plus utilisé ou dans les discours, est beaucoup plus entré dans les discours, y compris médiatiques, que des anciennes évaluations internationales qui existent depuis une cinquantaine d'années, mais qui n'avaient jamais atteint effectivement ce succès. Il est malgré tout assez difficile, au-delà de ce succès, de repérer, disons, des manières qui soient toujours les mêmes de recevoir le discours. Mais ce que l'on peut dire au-delà du succès, c'est qu'on peut lire, y compris jusque dans des textes de loi, par exemple en France, des références à ces résultats du PISA, où voilà, un dispositif de loi et une action politique est censée, disons, œuvrer pour une meilleure réussite, par exemple en France, des élèves français au test du PISA. Ce que je pourrais rajouter, c'est que dans comment dire, la réception du PISA, des résultats du PISA ou du discours du PISA, est une réception qui parfois est justement l'occasion pour les personnes de conforter leur propre conception de l'enseignement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors c'est clairement le cas évidemment pour les gouvernements qui très souvent dans beaucoup de pays s'appuient sur le PISA pour justifier leur nouvelle politique, et quand les gouvernements changent, c'est le même discours. Bon, mais ça, c'est, on va dire, une instrumentalisation du PISA tout à fait ordinaire dans une logique politique. Pour les médias, il y a certainement quelque chose qui fonctionne bien, c'est l'idée de palmarès. Hein, je veux dire, voilà, on a tous les 3 ans un petit peu les Jeux Olympiques de l'école. On va savoir qui est sur le podium, qui termine la course le dernier, etc. Donc il y a ce côté effectivement qui doit bien fonctionner, et la preuve en est que ça fonctionne bien. Et du coup, c'est vrai que c'est une occasion aussi pour les médias de parler de l'école. Ça, il faut s'en féliciter, parce que grâce au PISA, d'une certaine manière, il y a un discours sur l'école, même si on pourrait évidemment en discuter. Pour ce qui est des chercheurs, c'est aussi un peu pareil. Hein. Il y a des recherches qui souvent utilisent le PISA pour approfondir finalement des orientations qui sont celles des chercheurs a priori. Bon, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en fait une sorte d'instrumentalisation généralisée du PISA par à peu près tous les acteurs qui s'en emparent. Peut-être que justement ce que l'on doit viser, et c'est notre objectif avec les collègues de Pukimina, ce que l'on doit viser, c'est peut-être une sorte de distance critique par rapport au discours tenu par le PISA, mais aussi par rapport au discours des acteurs qui utilisent le PISA. C'est un de nos objectifs de recherche commune dans la comparaison franco-brésilienne de la perception justement du PISA, parce que c'est un des intérêts aussi de notre travail, c'est que nous nous intéressons à la perception que peuvent avoir des acteurs qui n'intéressent pas grand monde. Par exemple, les enseignants. Finalement, qu'est-ce que les enseignants pensent du PISA ?
Eh bien, voilà, c'est une question que nous nous sommes posée. Et dans notre recherche, nous avons essayé, nous continuerons d'essayer de comprendre comment le PISA, ses résultats, la manière dont les épreuves sont mises en place, etc., comment cela est perçu par les acteurs centraux de l'éducation, à savoir les enseignants. Quer complementar, professor Daniel? Obrigado. Tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem. Professores, por que os senhores escolheram estudar, né, o PISA? Por que desse objeto de estudo? Né? Il y a une logique, comme souvent dans les recherches, à la fois de hasard et puis d'évidence théorique. L'évidence théorique, d'abord, elle tient à notre travail commun en sciences de l'éducation, dans un domaine particulier qui est la didactique. La didactique, c'est une discipline théorique qui essaye de comprendre comment fonctionnent les contenus d'enseignement, les savoirs, les savoir-faire, les manières d'être, etc., que l'on enseigne à des élèves. Comment ça marche? Et ces contenus d'enseignement sont précisément des choses qui importent aux didactiques. Et nous avons essayé, du coup, assez logiquement, de penser un dispositif d'évaluation de contenu, pas nécessairement de contenu d'enseignement, mais de contenu, par une évaluation comme le PISA. Alors, il se trouve que Daniel Barth est un spécialiste de l'évaluation. Moi, je suis un spécialiste de l'enseignement de la langue maternelle. Et donc, on a uni nos forces pour essayer de comprendre comment un certain nombre de contenus, particulièrement dans la langue ou la littérature, étaient mis en place dans l'évaluation du PISA. Voilà. C'est une logique, on va dire théorique, celle de la didactique, mais c'est aussi une affaire de hasard de rencontre. Je crois, on peut dire aussi que c'est... D'abord, il y a aussi, alors, Bertrand Donnet le disait un petit peu, une tradition critique des didactiques qui ont, depuis de longue date, depuis leur constitution, au moins en France, interroger de manière critique les dispositifs d'évaluation. Donc il y a on va dire un fond en didactique qui a toujours cette approche de mise en discussion des dispositifs qui nous a beaucoup intéressés. Et par ailleurs, je crois que ce qui a fait aussi que nous avons consacré beaucoup de force à ce dispositif PISA, c'est que lorsqu'on s'est vraiment penché sur les textes, les écrits du PISA, on a été extrêmement surpris. On a parlé de choc à la lecture du PISA, par rapport à ce que cette évaluation internationale, dirigée par une prestigieuse organisation comme l'OCDE, contenait ou recelait comme surprise, comme incongruité, etc. Ok. Professores, o nosso tempo já está acabando, mas como que é, né, vir à PUC Minas, estar aqui no Brasil participando de eventos na PUC Minas? Com muito prazer. C'est un immense plaisir d'être là. Il y a un accueil extraordinaire des collègues, un accueil en même temps des personnes que nous rencontrons en dehors même du travail. Et puis, il y a une qualité du travail qui s'explique par une tradition que nous avons faite de collaboration, qui est déjà ancienne, qui fait que le travail de recherche, par exemple, que nous avons mené ici, s'inscrit dans un ensemble plus large, un cadre plus large, mais en même temps a été rendu extrêmement facile par le fait que nous nous connaissons suffisamment pour pouvoir partager des orientations théoriques communes et pouvoir lancer un programme comme celui-là. Donc effectivement, c'est pour nous une très grande réussite. Oui, je crois aussi, alors je ne sais pas si je prononcerai son nom entièrement, le travail avec Juliana Assis, pour moi a été une découverte, montre aussi le fait que même si on est de pays différents, on a des manières de faire universitaires ou académiques qui sont tout à fait partagées dans les échanges, les discussions. Il y a à la fois une diversité, mais aussi une très grande proximité dans la manière d'interroger théoriquement, de fonder sur des enquêtes, de lire des articles ou des textes théoriques et de converser, d'avoir du dialogue scientifique. Et de ce point de vue-là, les frontières ou même la langue, même si ça rend les choses plus complexes, ne sont pas complètement une barrière et c'est vraiment un plaisir. Prazer.
Professores, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. O programa de hoje chega ao fim. Amanhã é dia do quadro Repórter PUC no Espaço PUC. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Na segunda-feira estaremos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigado pela companhia e até mais.